avec autant d'attention portée sur Pokrovsk. Il est facile d'oublier que cette ville, autrefois importante sur le plan logistique, n'est pas la seule localité que la Russie tente de prendre dans le Donetsk. Myrnarad est frappée tout aussi durement, et l'Ukraine doit faire face au fait probable que la ville tombera bientôt. Le retrait a commencé, et l'Ukraine a fait payer la Russie pour s'être précipitée alors que ses forces se retirent. Les Russes pensaient qu'ils étaient en train de gagner à Myrnarad. Ils ignoraient qu'ils étaient piégés par l'Ukraine, exposés aux tirs de mitrailleuses, de drones et d'F-16 qui les ont anéantis. Tout a commencé quand l'Ukraine a constaté que certaines forces, maintenues à Myrnarad, étaient de plus en plus exposées à la lente avancée russe. Un choix devait être fait. Ces soldats pouvaient se rester là où ils étaient, abattant les troupes russes à mesure qu'elles avançaient, tandis que d'autres troupes russes tentaient d'encercler leur position. Sinon, l'Ukraine pouvait retirer ses soldats, céder une partie de Myrnarad et laisser la Russie croire à une grande victoire. Quelle victoire ce serait pour Vladimir Poutine et ses forces en difficulté. L'offensive pour Myrnarad, liée aux tentatives de Poutine sur Pokrovsk, a été brutale pour les Russes. Rien que le 25 novembre, la Russie a perdu 980 soldats, rapporte le Kiev Independent. Beaucoup de ces soldats faisaient probablement partie de l'assaut sur Myrnarad, et certains des 980 ont probablement perdu la vie. Piégés par une ruse ukrainienne, nous y reviendrons dans un instant. Avec l'avancée lente des forces russes encerclant les Ukrainiens, le choix du repli s'est imposé comme la meilleure option. Pour préserver la vie des soldats et renforcer les défenses derrière le territoire que la Russie allait prendre avec une unité de troupes aguerries. Après avoir avancé vers Myrnarad depuis fin octobre, alors qu'en novembre l'armée russe pilonnait la ville, les signes du retrait ukrainien ont dû être un grand soulagement. Après tant de sang versé, ils allaient enfin entrer dans la ville et revendiquer le territoire pour Poutine. Les commandants seraient allés satisfaits. Des bouchons de champagne ont sans doute sauté au Kremlin. Les hauts responsables isolés à Moscou fêtant la prise d'une ville au prix de milliers de vies. L'Ukraine avait d'autres plans. Elle allait retirer ses soldats de la zone sud de Myrnarad, qui était la plus exposée. Mais elle comptait le faire de manière à infliger un maximum de dégâts aux infiltrés et occupants russes. Ce n'était pas l'Ukraine qui évitait un combat. L'Ukraine a donc conçu un plan avec un piège sournois et dévastateur, invisible pour les forces russes. Le plan était simple. Le principal groupe ukrainien au sud de Myrnarad devait se retirer vers des positions plus sûres au nord de la localité. La 35e brigade de marines ukrainienne tiendrait les flancs et empêcherait les forces russes de se rapprocher des troupes en retrait. Cette brigade a maintenu un corridor ouvert pour ses camarades, avec un effet dévastateur. L'Ukraine n'aurait pas pu choisir de meilleure brigade pour cette mission, car celle-ci a fait preuve d'un courage remarquable et a subi de lourdes pertes après l'invasion de Poutine. La 35e brigade de marine s'est illustrée dès le début de la contre-offensive ukrainienne de 2022, après l'invasion russe. Des unités de la brigade ont traversé la rivière Inulets, dans l'oblast de Kherson, établissant une tête de pont pour reprendre le village de Davydiv-Bred. Ce village n'a été repris que pendant 2 jours. La 35e brigade de Marines a infligé un coup rapide ensanglantant les forces armées russes, pour montrer à Poutine qu'il n'aurait pas gain de cause à Kherson. Cette brigade a joué un rôle clé dans la contre-offensive ukrainienne de 2023, finalement échouée. Aux côtés d'autres brigades, les marines de la 35e brigade formèrent une pointe destinée à percer le front de Velika Novasilka. Ils ont partiellement réussi. Les 2000 soldats de la brigade ont percé le front russe, permettant de libérer Makarivka, Storozheva et Urazina. Tous ces succès contre les forces russes ont été teintés de tragédie. Une tragédie toute récente, en fait. Le 1er novembre 2025, une cérémonie de remise de récompense a été organisée par la 35e brigade de Marines pour commémorer la fondation de l'un de ses bataillons. La Russie, informée de la cérémonie, a tiré 2 missiles Iskander et 3 drones Guéran sur les soldats réunis à Dnipropetrovsk. Malheureusement, cela a atteint sa cible. Après l'accalmie, la brigade de marines ukrainienne avait perdu 12 membres et 7 civils avec 36 blessés. L'Ukraine a réagi rapidement, en lançant une enquête qui a conduit à l'inculpation du commandant du bataillon concerné pour négligence. Quant au reste de la brigade, elle aurait eu une soif immense de vengeance contre les occupants russes. Le retrait de Myrnarad a offert l'occasion parfaite d'étancher cette soif. La 35e brigade de marines tendait son piège, tandis que les autres forces ukrainiennes se retiraient du sud de Myrnarad.
La nouvelle de ce retrait a dû parvenir aux occupants russes, qui s'approchaient déjà lentement de la position ukrainienne depuis le côté est de la ville. Et ils ont clairement senti que l'occasion parfaite leur était tombée dessus. Ces soldats, qui se trouvaient dans la localité de Novoekonomicha, ont commencé à avancer. Ils étaient convaincus qu'ils allaient simplement pénétrer dans une ancienne position défensive ukrainienne et s'approprier le territoire et la gloire. Ils se trompaient. Que ces forces pensent que l'Ukraine se retirait ou que la Russie contrôlait plus de territoire importe peu. Presque nonchalamment, selon Euromaidan Press, les troupes de Novoekonomicha ont pénétré dans le sud de Mirnarad, rapidement évacuées par la plupart des soldats ukrainiens. Nous disons la plupart, car des troupes de la 35e brigade de Marines sont restées, ayant tendu une embuscade à l'est. Tout ce que cette brigade avait à faire, c'était d'observer et d'attendre que les forces russes poursuivent leur avancée, presque en flânant, jusqu'à ce qu'elles atteignent exactement le bon endroit. Et c'est à ce moment-là que les mitrailleuses ont commencé à tirer. Ces mitrailleuses en chomoptose ont décimé les premiers Russes, approchant la position sud de Minarad en Ukraine, sous l'œil des drones de reconnaissance ukrainiens. Rapporte Euromaidan Press. On pourrait croire que cette embuscade aurait alerté les soldats russes suivants, mais ce ne fut pas le cas. Après la décimation des premiers Russes, d'autres arrivèrent et furent abattus par les mitrailleuses. Euromaidan Press note que même après la mort du premier Russe, le suivant ignorait encore la situation. Cela montre le manque d'observation par drone russe sur les routes principales vers Mirnarad. C'est presque criminel dans une guerre où les drones dominent les deux camps. United 24 Media note que la Russie imite depuis longtemps la tactique ukrainienne de déployer massivement des drones vus à la première personne sur le front. Ces drones volent bas et mènent des attaques kamikazes contre les forces ukrainiennes. Cependant, il ne semble pas que la Russie ait compris l'importance d'utiliser d'autres drones pour garder une vue d'ensemble du champ de bataille. L'Ukraine fait cela en continu, et cela a porté ses fruits près de Minarad, où ces drones ont alerté la 35e brigade de Marines de l'avancée russe. Pour la Russie, l'absence de drones d'observation force ses soldats à avancer à l'aveugle lors des assauts. Comment peuvent-ils savoir qu'un piège va être tendu si on ne leur donne pas les outils pour les détecter ? Les erreurs tactiques russes ont bénéficié à la 35e brigade de Marines, stoppant vite l'avancée russe sur le flanc de la position ukrainienne, sous des salves répétées de tirs de mitrailleuses. Nous avons déjà signalé que la Russie cherchait à encercler les soldats ukrainiens, quittant le sud de Mirnarad. Il n'est donc pas surprenant que la Russie ait envoyé des troupes contre les soldats ukrainiens depuis l'ouest. La 35e brigade de Marines a aussi pris en compte ces Russes. Des drones de reconnaissance ukrainiens ont montré que les Russes avançant de l'ouest concentraient leurs efforts sur la voie ferrée sous la région de Rivna. C'était une décision intelligente. Une épaisse ligne d'arbres dans cette région offrait la couverture dont les équipes d'infiltration d'infanterie russes avaient des besoins pour se déplacer, sans que l'Ukraine sache précisément ce qu'il faisait. L'artillerie aurait pu être utilisée, mais risquait d'être gaspillée sans connaître la position exacte des soldats russes. La 35e brigade de Marines ne comptait pas se battre en lisière de forêt, notamment pour ne pas céder le flanc est, et aussi parce que ce genre de bataille aurait été longue et aurait probablement laissé certains soldats ukrainiens en retraite exposés. La Russie pensait avoir tout compris, mais la 35e brigade de Marines avait toujours 2 longueurs d'avance. Les mitrailleuses abattaient les infiltrés russes à l'est. Des drones vus à la première personne pilotés par des opérateurs de drones stationnés avec la 35e brigade de Marines partaient en mission de recherche et destruction dans la lisière boisée de Rivna. Ces drones vus à la première personne se faufilaient à travers les arbres, menant des frappes directes sur tous les soldats russes qu'ils trouvaient. Pendant que les drones vus à la première personne faisaient leur travail, des octocoptères et des Karyok ont été déployés dans la même lisière boisée. Leur mission, larguer des explosifs sur tout groupe s'approchant des Ukrainiens en retraite. Ces octocoptères multipliaient les attaques explosives contre les Russes, sans répit. Même la nuit n'offrait aucun répit temporaire. La 35e brigade de Marines a utilisé des drones thermiques près de Rivna quand la nuit est tombée. La 35e brigade de Marines, poursuivant sa mission de traque et de destruction des soldats russes, camouflés cherchant à se reposer, a établi une zone de tir pour ceux avançant de l'ouest. Honnêtement, ces soldats auraient dû anticiper ce piège. L'Ukraine utilise fréquemment des drones pour établir des zones de non-droit près de la ligne de front, souvent de façon plus visible qu'à Mirnarad. L'Ukraine crée ces zones mortelles infestées de drones depuis suffisamment longtemps pour que The Independent l'évoque dès août. Le média affirmait que les médecins ne peuvent gérer le nombre de morts causés par les drones dans ces zones. L'Ukraine et la Russie ont utilisé leurs drones vus à la première personne à ces fins. Dans certaines zones de la ligne de front,
Des drones patrouillaient sur un territoire allant jusqu'à 20 km, soit 12 miles des principales zones de combat. Les blessures par balles diminuent, rapporte l'Independent, car les drones provoquaient la plupart des dégâts en Ukraine. Politico a également rapporté l'utilisation de ces zones de destruction par l'Ukraine, affirmant le 18 novembre que l'utilisation massive de drones par l'Ukraine a mis fin à la guerre de tranchées qui a caractérisé une grande partie des premières années de l'invasion de l'Ukraine. Pavlo Paliza, chef adjoint du bureau du président ukrainien, a expliqué à Politico la signification de ces zones de destruction pour les soldats. « Nous sommes désormais dans une guerre de drones », a-t-il déclaré aux médias. Les drones peuvent désormais tendre des embuscades, intercepter la logistique ennemie et perturber l'approvisionnement, rendant le maintien des positions plus difficiles. Si vous êtes repéré, toutes les armes de la zone tenteront aussitôt de vous détruire. Pensez à ce que cela signifiait pour les troupes russes, à l'ouest du sud de Mirara. Impossible d'avancer sans risque. Un drone vu à la première personne pouvait se cacher derrière chaque arbre. Dès qu'il repère un soldat, les images, une fois retransmises à son opérateur, seraient les partageront avec tous les autres pilotes de drones faisant voler leurs véhicules aériens sans pilote dans la ligne d'arbres de Rivna. Même si le soldat russe survivait au premier drone, d'autres viendraient l'éliminer. Une fois le soldat à terre, les drones reprenaient la chasse. Les forces occidentales de la Russie ont été détruites avant de pouvoir intercepter les Ukrainiens en retraite. La Russie aurait pu réussir l'encerclement sans le soutien aérien reçu par la 35e brigade de Marines. Alors que la brigade maintenait le corridor ouvert en tendant des embuscades mais aux forces russes Warriors qui avançaient, les F-16 et les Sukhoi 27 ont pris leur envol pour frapper les forces russes depuis les airs. Ces chasseurs ne se concentraient pas sur les infiltrés ni sur les soldats tentant de couper l'Ukraine. Leurs cibles étaient plus en profondeur, visant à empêcher la Russie de renforcer rapidement ses forces épuisées avec des soldats qui auraient pu stopper la retraite ukrainienne. Les F-16 ont décollé en premier. Leur cible était la mine Kapitolna, qui sert de bastion clé russe à Donetsk. Également un centre utilisé par les opérateurs pour envoyer leurs drones vus à la première personne au combat. La Russie n'a pas utilisé de drones pour soutenir ses soldats venant de l'Est, ce qui explique de nombreuses pertes face aux mitrailleuses ukrainiennes. Peut-être que l'absence de drones russes s'explique par les F-16 ukrainiens, ayant largué plusieurs Guided Bomb Units, 39 sur la mine Kapitolna, causant la perte d'équipement et de drones selon Euromaidan Press. En plus d'éliminer l'infanterie russe, il n'y aura aucun renfort pour la Russie. Ses troupes et ses drones sont laissés en lambeaux, unis dans la défaite. La Guided Bomb Unit, 39 également connue sous le nom de système d'armes à bombes de petit diamètre, était un excellent choix pour la mission consistant à éliminer les forces russes protégées par une mine. Les United States Air Force indiquent que la Guided Bomb Unit, 39, a un support intelligent pour une ogive de 250 livres. La bombe peut être larguée depuis les soutes ou les points d'emport externes de chasseurs comme le F-16. Ce sont aussi des bombes guidées par système de positionnement global pour atteindre leur cible. Grâce à leur petite taille et à une portée de 40 milles nautiques, les Guided Bomb Unit 39 peuvent être lancées hors de vue. Les troupes et les opérateurs de drones à la mine de Kapitolna n'avaient aucune chance. Ils étaient morts avant même de comprendre ce qui se passait. L'utilisation habile des F-16 par l'Ukraine dans cette embuscade montre son importance. Ces chasseurs fabriqués aux États-Unis sont présents dans le pays depuis l'arrivée du premier d'entre eux, en août 2024. Depuis un an environ, l'Ukraine utilise surtout ses F-16 à des fins défensives. Ces avions sont parfaits pour intercepter les drones et missiles longue portée alors qu'ils se dirigent vers les villes ukrainiennes. Avec l'augmentation de son stock d'avions de chasse, l'Ukraine a davantage utilisé ses F-16 pour des opérations offensives, dont celle de la mine Kapitolna. Selon un rapport du 20 novembre d'Aerospace Global News, les F-16 ukrainiens ont désormais intercepté plus de 1300 cibles aériennes. Après avoir obtenu 300 frappes directes au sol, vous pouvez ajouter une cible supplémentaire à la liste après le retrait de Mirnarad. Avec toute l'attention portée à l'augmentation du stock d'avions occidentaux de l'Ukraine, il est facile d'oublier que le pays dispose également d'une petite force de chasseurs de l'époque soviétique. Ces avions sont plus souvent déployés depuis que l'Ukraine a autant de F-16. Les Su-27 ont également aidé au retrait de Mirnarad. Cela fait suite au succès des F-16 ukrainiens, avec une frappe sur le flanc ouest. Cette fois, 2 chasseurs ukrainiens ont repéré un bâtiment isolé, que la Russie voulait utiliser pour isoler un groupe ukrainien. 2 bombes guidées, joints directs, attaques, munitions plus tard, ce bâtiment avait été réduit en ruines, détruisant tout un groupe d'assauts russes qui s'y trouvait. Ces assauts aériens ont finalement piégé les forces russes. Le temps gagné par ces avions et la 35e brigade de Marines a permis aux soldats ukrainiens de se replier en sécurité vers une ligne défensive plus au nord, à Mirnarad. L'encerclement russe a échoué.
Et les forces de Poutine doivent encore franchir une nouvelle ligne de défense pour prendre cette localité de Donetsk. Ce n'est pas ce que vous comprendriez si vous écoutiez la Russie. Des contradictions ont suivi selon Euromaidan Press. Le commandement russe a réagi comme d'habitude, affirmant d'abord que les Ukrainiens avaient échoué à se retirer et qu'ils avaient tout coupé, d'après le média. Quelques heures plus tard, un décret russe annonçait la prise du sud de Mirnarad par les forces russes. Où est la contradiction ? Cette seconde affirmation, survenue peu après la première, montre que le retrait de l'Ukraine s'est déroulé sans accroc. Sinon, les combats au sud de Mirnarad auraient été longs et brutaux. La Russie ne peut pas à la fois stopper un retrait et revendiquer la chute rapide du sud de Mirnarad. C'était l'un ou l'autre. Ce fut le second. Comme prévu par l'Ukraine, la Russie a perdu bien plus de soldats que prévu pour cette prise. Quant à l'Ukraine, elle doit effectivement encaisser la perte de la partie sud d'une localité disputée. Cette perte s'inscrivait dans un retrait organisé qui a épargné l'Ukraine et laissé de nombreux occupants russes morts ou blessés. Quant aux soldats qui se sont repliés, ils font désormais partie des défenses consolidées. Au nord de Mirnarad et de Pakrovsk, rapporte Euromaidan Press, l'encerclement n'est plus possible. Ces forces consolidées ont établi une ligne de combat stable, et la Russie fait maintenant face à une tâche sanglante pour briser cette ligne. La défense de Mirnarad en Ukraine tient, mais elle a indiqué le 26 novembre. Cela ne signifie pas que la menace russe a disparu. Les forces ukrainiennes sont maintenant stationnées au nord et la bataille pour la ville continue de faire rage. Ce n'est que maintenant que l'Ukraine peut effectuer un retrait contrôlé d'une ville qui risque de tomber. Tout cela en usant davantage soldats et matériel russe. Poutine espère que les soldats envoyés à Mirnarad obéiront à ses ordres. Après tout, le fait que les troupes ignorent ce que Poutine leur dit devient de plus en plus courant dans l'armée russe, ce qui a conduit à l'effondrement de certaines offensives entières. Regardez notre vidéo et abonnez-vous à The Military Show pour d'autres reportages sur Mirnarad et Pokrovsk. Merci de nous suivre.